Le verre à vin en cristal se brisa dans sa main lorsque l'enveloppe couleur manille heurta la table à manger en acajou. Le sang coulait le long de son poignet, mais Madison le sentit à peine. La douleur n'était rien comparée à l'humiliation qui lui brûlait la poitrine alors que 20 paires d'yeux se fixaient sur elle. Ceci était censé n'être qu'un autre dîner de Thanksgiving de la famille Blake. Qu'est-ce que c'est? Sa voix sortit plus assurée qu'elle ne s'y attendait, bien que ses doigts tremblassent en attrapant l'enveloppe. Les papiers du divorce. La voix de Laurence était plate, exercée. Il avait clairement répété ce moment, probablement avec sa mère, Victoria, observant avec approbation depuis son fauteuil aux allures de trône en bout de table. J'ai pensé qu'il serait préférable de le faire ici, en présence de la famille, dit Laurence. Meilleur pour qui? La question mourut dans sa gorge alors que Nina, sa belle-sœur, laissait échapper un ricanement mal déguisé. Nina attendait ce moment depuis le jour où Madison et Laurence s'étaient mariés. Tu me sers des papiers de divorce au dîner de Thanksgiving? Les mots avaient un goût d'acide. La dinde et la sauce au canneberge dans son assiette parurent soudain obscènes. Eh bien, ma chérie, la voix de Victoria dégoulinait d'une fausse sympathie. Nous avons pensé que ce serait plus facile ainsi. La famille pourrait apporter un soutien émotionnel. Frida, la meilleure amie de Madison, qui avait insisté pour l'accompagner cette année, lui prit la main sous la table. Dieu merci, elle était là. Un soutien émotionnel, répéta Madison, regardant le sang goûter sur la nappe blanche immaculée. Comme le soutien émotionnel que tu as montré quand tu as qualifié mon art de barbouillage glorifié Noël dernier. Oh, allons. Intervint Nina, le vin ballottant dans son verre. Ne prétendons pas que ton petit hobby allait jamais mener à quelque chose. Tu te souviens de cette exposition en galerie où personne n'a acheté une seule pièce. La pièce éclata d'un rire cruel. Même les cousins que Madison croyait de son côté se joignirent à la moquerie. Elle regarda Laurence, cherchant la moindre trace de l'homme qui avait autrefois défendu sa passion pour l'art, qui l'avait aidé à installer son atelier dans la maison d'amis de ce même domaine. Il ne croisait pas son regard. Je pense que ce que tout le monde essaie de dire, continua Victoria en s'épongeant la bouche avec une serviette, c'est qu'il est temps de faire face à la réalité. Tu n'es pas faite pour cette famille, Madison. Nous avons besoin de quelqu'un de plus substantiel. La main de Madison effleura son sac à main, où un document plié reposait depuis des mois. L'acte de propriété de cette maison même, le domaine familial Blake, transféré à son nom dans un moment de générosité éméché par Laurence lors de leur 5e anniversaire de mariage. Il l'avait oublié dès le lendemain matin, mais elle avait discrètement déposé les papiers. Tu as raison, Victoria. Madison se leva lentement, laissant le sang couler librement sur la précieuse nappe. Je ne suis pas faite pour cette famille. Je vaux mieux qu'elle. Excusez-moi. Laurence la regarda enfin, son visage devenant rouge. Frida, voudrais-tu me conduire aux urgences? Il semble que je me sois coupé. Madison se tourna vers les visages stupéfaits autour de la table. Oh, et Victoria, tu ferais mieux de faire nettoyer la nappe rapidement. Les taches de sang sont un tel cauchemar à enlever, presque aussi difficile que les avis d'expulsion. Des avis d'expulsion? La fourchette de Victoria tomba bruyamment contre son assiette. De quoi parles-tu? Madison sourit, sentant un étrange calme s'installer en elle. Joyeux Thanksgiving, tout le monde. Profitez de la dinde. Ce sera peut-être votre dernier repas dans cette salle à manger. Le silence qui suivit sa sortie fut assourdissant. Tandis que Frida l'aidait à monter dans la voiture, Madison entendit le chaos éclater derrière elle. Des voix qui s'élèvent, des portes qui claquent, Laurence qui l'appelle. Mince, murmura Frida alors qu'elle s'éloignait du domaine. Ça va? Madison regarda le manoir rétrécir dans le rétroviseur latéral, ses fenêtres brillant d'une lueur chaude et accueillante. Une façade, comme tout le reste chez les Blake. Non, répondit-elle honnêtement. Mais ça ira. Que voulais-tu dire à propos des avis d'expulsion? Demanda Frida. Madison sortit l'acte de propriété de sa bonne main, faisant attention à ne pas le tacher de sang. Tu te souviens quand Laurence s'est saoulée l'année dernière et a commencé à dire que cette maison devrait appartenir à quelqu'un qui apprécie réellement son histoire? Les yeux de Frida s'écarquillèrent en jetant un coup d'œil au document. Pas possible. Si, si. Il a signé l'acte cette nuit-là. Je l'ai gardé, me demandant si je devais lui dire. Madison baissa les yeux sur sa main ensanglantée.
Je suppose que maintenant je sais quoi en faire. À quoi penses-tu? Le premier sourire sincère de la soirée se dessina sur le visage de Madison. Je pense que cet endroit ferait une excellente galerie d'art. Après tout, Victoria a toujours dit que cette maison avait besoin de plus de culture. Alors qu'elle roulait vers l'hôpital, Madison sentit quelque chose changer en elle. L'humiliation était toujours là, mais elle était remplacée par autre chose. La détermination. Ils voulaient la briser. Très bien, mais ils avaient oublié un détail crucial. Parfois, le meilleur harnais des choses brisées. 7 points de suture. Madison brandit sa main bandée en entrant dans l'appartement de Frida. Le docteur a dit que j'ai de la chance de ne pas m'être sectionné de tendons. Chanceuse n'est pas exactement le mot que j'utiliserais pour quoi que ce soit qui se soit passé aujourd'hui, répondit Frida. Elle tendit à Madison un verre de vin, cette fois dans un gobelet en plastique. Ton téléphone n'arrête pas de sonner, au fait. 23 appels manqués de Laurence. Madison s'affaissa sur le canapé moelleux, épuisé. Laisse-le mariner. Frida s'installa dans son fauteuil, se blottissant avec les pieds repliés sous elle. Alors, on va parler de la bombe atomique sur laquelle tu es assise? Cet acte de propriété, c'est du sérieux, Madison. Je sais, dit Madison en prenant une longue gorgée de vin. J'ai déjà appelé Riley, l'avocate de l'hôpital. Elle vient demain matin à la 1e heure. Elle sortit son téléphone et fit enfin défiler les messages. Oh, ça c'est savoureux. Écoute ce que Nina vient d'envoyer. Comment oses-tu embarrasser notre famille comme ça, après tout ce que nous avons fait pour toi? Frida ricana. Tout ce qu'ils ont fait pour toi? Comme quoi? Critiquer ton art. T'exclure des photos de famille. Faire des commentaires désobligeants sur tes vêtements? Les souvenirs affluèrent, non sollicités. Madison soupira. Tu te souviens de la garden party de l'été dernier, quand Victoria a dit à tous ses amis que j'étais la femme de ménage parce qu'elle avait honte de me présenter comme sa belle-fille? Oh mon Dieu, oui, dit Frida en secouant la tête. Et Laurence est resté là, à faire semblant de ne pas entendre. Il est toujours resté là, sans rien faire, dit Madison, la voix légèrement tremblante. 5 ans de mariage, et il ne m'a jamais vraiment défendu. La sonnette retentit, faisant sursauter Madison et Frida. Frida jeta un coup d'œil par le Judas et jura. C'est Laurence, murmura-t-elle. Sa voix traversa la porte, sèche et ferme. Je sais que tu es là, Madison. Il faut qu'on parle. Madison secoua la tête en direction de Frida, qui cria « Elle ne veut pas te voir, Laurence. Rentre chez toi. » C'est ridicule. Cria-t-il, quelque chose cognant contre la porte. Probablement son poing. Tu ne peux pas simplement menacer la maison de ma famille. Cet acte était une erreur, et tu le sais. Madison se dirigea vers la porte, le cœur battant. Une erreur. Comme me servir des papiers de divorce au dîner de Thanksgiving était une erreur? C'est différent, protesta Laurence. J'essayais de... De quoi? M'humilier? Félicitations, mission accomplie, dit-elle, pressant sa main bandée contre la porte. Sa voix était maintenant assurée. Mais tu sais ce qui est drôle? Pendant que vous riez tous de ma carrière artistique ratée, je construisais tranquillement autre chose. Quelque chose que vous n'avez pas remarqué parce que vous étiez trop occupé à avoir honte de moi. De quoi parles-tu? Demanda-t-il, la voix plus basse maintenant. Mes peintures ne se vendent peut-être pas, Laurence, mais mon entreprise de restauration d'œuvres d'art se porte très bien. J'ai économisé chaque centime, attendant la bonne opportunité. Elle sourit, même s'il ne pouvait pas la voir. Devine quoi? Tu viens de me la donner sur un plateau. Le silence de l'autre côté de la porte fut assourdissant. Rentre chez toi, dit-elle finalement. Parle à ton avocat. Je parlerai au mien. Ses pas s'éloignèrent lentement, et elle s'affaissa contre le mur. Entreprise de restauration d'art? Frida haussa un sourcil. Depuis quand? Tu te souviens de Francisco, mon ancien professeur d'art? Madison sortit son téléphone et lui montra le site web de l'entreprise. Il me coache depuis 1 an. Il s'avère que les gens riches paient une fortune pour faire restaurer leurs héritages familiaux. J'ai travaillé depuis son atelier. Frida fit défiler le site, les yeux écarquillés.
C'est incroyable. Pourquoi n'as-tu rien dit à personne? Parce qu'ils n'ont jamais demandé, dit Madison en reprenant son téléphone. Ils étaient tellement convaincus que j'étais un échec qu'ils n'ont jamais pris la peine de regarder de plus près. Même Laurence a cessé de s'enquérir de mon mobile il y a des mois. Son téléphone vibra avec un SMS de Riley. Elle le lut à haute voix. Reçu ton message. Examinez l'acte de propriété. Il est en béton. Rendez-vous demain à 9 h pour discuter des options. Frida lut le message par-dessus son épaule. Qu'est-ce que tu prévois exactement? Madison se dirigea vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Cette maison a été le symbole de tout ce que je ne suis pas censé être. Tout ce que les Blake disaient que je ne pourrais jamais accomplir. Alors je vais la transformer en exactement ce que je suis, une galerie d'art. Pas n'importe quelle galerie, continua-t-elle en se retournant vers Frida avec une confiance grandissante. Un atelier de restauration et une galerie. Un endroit où les choses brisées redeviennent belles. Où le passé a une seconde chance de briller. Ils vont se battre contre toi sur ce coup, prévint Frida. Laisse-les faire, dit Madison en brandissant sa main bandée. Ils ont déjà versé le premier sang. Maintenant, c'est mon tour. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, un message de Victoria. Espèce de petite arriviste ingrate. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'embarques. Elle montra le message à Frida, qui siffla à voix basse. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Ouais, répondit Madison en tapant une réponse rapide. En fait, Victoria, si. On se voit au tribunal. Puis elle bloqua son numéro. Pour la première fois depuis que l'enveloppe avait heurté la table, elle se sentit vraiment libre. Le lendemain matin, Madison était assise dans l'atelier de Francisco, l'odeur familière d'huile de lin emplissant l'air. La lumière du matin entrait à flot par les hautes fenêtres, illuminant les grains de poussière qui dansaient autour de son dernier projet de restauration, un cadre baroque qui avait connu des siècles meilleurs. Alors, dit Francisco en posant ses outils. Tu leur as enfin dit d'aller au diable? Pas exactement en ces termes, répondit Madison, traçant du doigt les sculptures complexes du cadre. Mais presque. Bien. Francisco tira 2 tabourets. Maintenant, parle-moi de cette idée de galerie. Madison sortit sa tablette et lui montra les plans du domaine Blake. Le hall principal pourrait être l'espace principal de la galerie, expliqua-t-elle en zoomant. Ses fenêtres sont orientées au nord, un éclairage parfait. Et regarde ces pièces latérales. Arrête, dit Francisco en levant une main tachée de peinture. Tu vois trop petit. Que veux-tu dire? Tu prévois une galerie, oui. Mais avec quoi vas-tu la remplir? Il fit un geste vers l'atelier. Ces projets de restauration que nous faisons, ce n'est pas seulement réparer de l'art brisé. C'est redonner vie à des histoires. La compréhension éclaira Madison. Tu penses que je devrais mettre en valeur le processus de restauration lui-même? Exactement. Ses yeux s'illuminèrent. Imagine, une aile montre les œuvres avant, endommagées, oubliées. Une autre montre la restauration en cours. Et la galerie principale? C'est là que tu exposes les pièces finies dans toute leur splendeur. Comme une métaphore, murmura Madison, décomposer quelque chose pour le reconstruire plus fort. Maintenant tu penses comme une artiste, dit Francisco en se dirigeant vers une armoire et en sortant une toile poussiéreuse. Tu te souviens de ça? Sa gorge se serra. C'était sa première tentative de restauration. Un paysage qu'elle avait failli ruiner avant que Francisco ne lui enseigne les techniques appropriées. Tu avais tellement peur de faire des erreurs, continua-t-il. Mais regarde-la maintenant. La peinture brillait à la lumière du matin. Ces couleurs plus vibrantes que l'artiste original n'avait jamais réussi à obtenir. C'est ce que je veux, dit soudain Madison. Je veux montrer aux gens que les choses brisées n'ont pas à le rester. Que parfois, la restauration est plus belle que l'original. Le téléphone de Francisco vibra. Il y jeta un coup d'œil et fronça les sourcils. En parlant des Blake, dit-il, Victoria m'appelle depuis ce matin. Quoi? Pourquoi? Essayer de me convaincre de te dissuader de faire ça? Il gloussa. Elle a même proposé de commander 3 pièces. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit que je ne travaille pas avec des gens qui se moquent de ma meilleure élève. Il lui serra l'épaule. Maintenant,
parlons de ton exposition inaugurale. Le téléphone de Madison vibra avec un appel de Laurence. Elle le refusa immédiatement. Il est persistant, observa Francisco en levant les yeux de son travail. Il est désespéré, répondit Madison en posant son téléphone sur la table. Leur avocat de famille leur a probablement dit à quel point l'acte de propriété est solide. Francisco se pencha en arrière sur sa chaise, l'étudiant. Assez parlé d'eux. Je veux voir sur quoi tu as travaillé. Avant que Madison ne puisse répondre, Francisco disparut dans sa réserve. Il revint quelques instants plus tard avec une grande toile recouverte. J'ai gardé ça pour le bon moment, dit-il en retirant le drap. Le souffle de Madison se coupa. C'était une de ses peintures d'il y a 2 ans. Un autoportrait qu'elle avait abandonné après que Nina l'eut cruellement qualifié d'amateur lors d'un dîner de famille. Tu l'as gardé, demanda Madison, la voix douce d'incrédulité. Je l'ai restauré, corrigea Francisco, une pointe de fierté dans le ton. J'ai ajouté quelques touches ici et là. Regarde attentivement. Elle s'approcha. La femme dans le tableau, elle-même, se tenait baignée dans un rail de lumière, le visage à moitié dans l'ombre. Mais maintenant, il y avait quelque chose de nouveau. Une subtile couronne de feuilles d'or dans ses cheveux, à peine visible à moins que la lumière ne la frappe juste comme il faut. Tu as toujours eu une reine en toi, dit doucement Francisco. Tu avais juste besoin de la bonne lumière pour la voir. Des larmes piquèrent les yeux de Madison. Ceci doit faire partie de l'exposition inaugurale. Bien sûr, acquiesça Francisco. Mais pas seul. Il attrapa une toile fraîche et la posa sur un chevalet. Je pense qu'il est temps pour une pièce d'accompagnement. La reine réclamant son trône, peut-être? Avant que Madison ne puisse répondre, son téléphone vibra à nouveau. C'était un SMS de Riley. L'avocat de Victoria a pris contact. Ils veulent négocier. Elle montra le message à Francisco. Il lui tendit un pinceau. Que veux-tu faire, demanda-t-il. Madison trempa le pinceau dans un violet royal profond. Je veux peindre. Bonne réponse, dit Francisco, installant sa propre toile à côté de la sienne. Souviens-toi de ce que je t'ai appris, sur la composition. L'œil a besoin d'un point d'ancrage. À propos de la couleur. Parfois, la déclaration la plus audacieuse est la nuance la plus discrète. Et à propos de la vengeance. Madison s'arrêta, son pinceau planant au-dessus de la toile. Tu ne m'as jamais parlé de vengeance. Si, je l'ai fait, dit Francisco avec un sourire. Chaque fois que nous avons restauré une peinture que quelqu'un avait abandonnée. Chaque fois que nous leur avons prouvé qu'ils avaient tort avec la beauté au lieu de la colère. Madison regarda la toile vierge, puis sa main bandée, et enfin le SMS de Riley. Elle se retourna vers Francisco. Apprends-m'en plus, dit-elle. Alors que la lumière du matin emplissait l'atelier, ils commencèrent à peindre. Non pas dans les noirs et les rouges de la colère, mais dans des couleurs assez vibrantes pour que même Victoria Blake regrette de ne pas avoir vu la valeur de Madison plus tôt. Le café était un territoire neutre, exactement à mi-chemin entre l'appartement de Madison et le domaine des Blake. Laurence était assis à une table d'angle, son apparence habituellement soignée visiblement négligée. Une barbe de 3 jours ombrait sa mâchoire, et sa cravate pendait lâchement autour de son cou. Tu as l'air terrible, dit Madison en se glissant sur le siège en face de lui. Madison. Il se redressa, tentant de se ressaisir. Merci d'être venu. Tu as dit que c'était important. Elle garda sa main bandée visible sur la table, un rappel silencieux de ce qui s'était passé. La serveuse s'approcha, mais Laurence la renvoya d'un geste. Il faut que tu arrêtes cette folie. Mère est hors d'elle. La maison est dans notre famille depuis des générations. Intéressant, dit Madison en penchant la tête. C'est ce que tu t'es dit quand tu m'as servi les papiers du divorce au dîner de Thanksgiving. Mère n'a pas approuvé ça. Admit-il, se tortillant mal à l'aise. Ça a été mal géré. Mal géré? Le rire de Madison fut sec, attirant l'attention des tables voisines. Tu m'as humilié devant toute ta famille. Ils ont ri, Laurence. Ils ont ri pendant que je saignais. Je n'ai jamais voulu. Jamais voulu quoi, l'interrompit-elle. Que je me défende, que je sois autre chose que l'épouse artiste décevante que tu avais à peine le courage de défendre? Laurence tendit la main sur la table, mais elle retira la sienne.
J'ai une offre, dit-il en changeant de tactique. La famille est prête à te racheter la maison. Dis ton prix. Pas intéressé. Sois raisonnable, Madison. Qu'est-ce que tu vas faire d'une maison de cette taille? La transformer en une sorte de... Il fit un geste dédaigneux de la main. Espace artistique. En fait, oui. Elle sortit sa tablette et lui montra les avant-projets de Francisco. Le hall principal sera la galerie. L'aile abritera l'atelier de restauration. L'aile ouais. Air froid de ses yeux, elle réalisa à quel point il était vraiment éhonté. Peut-être que la plupart de sa douceur et de sa prévenance envers elle auparavant n'étaient qu'un déguisement. En effet, il est difficile de connaître la vraie nature d'une personne simplement en regardant son visage. Même un couple qui a partagé le même lit pendant 10 ans peut avoir des rêves différents, sans parler d'un couple comme eux qui n'étaient ensemble que depuis 5 ans. Jessica secoua la photo dans sa main. Si tu reviens me voir, fais attention à ce que j'envoie cette photo à d'autres. Elle savait qu'il y avait un certain chauvinisme dans le caractère de Martin. Alors dès qu'il l'entendit dire cela, son visage changea immédiatement. Finalement, il se leva, abattu, et partit sans se retourner. Jessica regarda l'homme d'un accent grave côté d'un air gêné. Merci pour votre aide. J'habite ici depuis si longtemps, et c'est la première fois que je vous vois. Il s'est avéré que la première rencontre était comme ça, assez dramatique. L'autre homme pinça les lèvres, sa posture paresseuse et insouciante. Ce n'est rien. Quiconque voit un tel salaud ne peut s'empêcher de vouloir le tabasser. Merci, je suis Jessica, dit-elle. Denny hocha la tête puis sortit son téléphone, ouvrit un code QR et dit, puisque nous avons tant de chances de nous rencontrer, ajoutons-nous comme amis. À cause de ce qui s'était passé la nuit dernière, j'avais préparé du tiramisu pour exprimer ma gratitude. Jessica le prit volontiers. Comment saviez-vous que j'aime les sucreries? Elle était un peu stupéfaite. Vous aimez les sucreries? Il ne semblait pas du tout comme ça. Denny ne cacha pas du tout ses sentiments et leva le menton. Puis-je l'ouvrir maintenant? Jessica gloussa et dit rapidement, bien sûr que vous pouvez. Un homme qui avait l'air arrogant et sauvage aimait les sucreries. Il y avait un peu de contraste et de mignonnerie là-dedans. Denny prit une cuillère, en prit une grosse bouchée et s'exclama avec étonnement, c'est sucré mais pas esséurant. C'est délicieux. Le plus grand compliment pour un dessert est qu'il soit sucré mais pas esséurant. C'est une chose vraiment heureuse de voir l'autre personne apprécier autant ce que vous avez fait. Contrairement à Martin, qui avait toujours été très dédaigneux envers les desserts. Parfois, il se plaignait même de pourquoi perdre du temps à faire de telles choses alors que personne ne les mangerait. Cependant, il ignorait complètement la joie que Jessica ressentait pendant le processus de fabrication des desserts. Voyant que Denny aimait vraiment le tiramisu qu'elle avait fait, Jessica ne put s'empêcher de sourire. Je suis contente que ça vous plaise. J'aime généralement faire quelques desserts. Je trouve que faire des desserts est un processus très apaisant. Regarder certains ingrédients se transformer en forme délicate et charmante entre mes mains me donne un grand sentiment d'accomplissement. Denny cligna des yeux de surprise et dit, avez-vous fait ce tiramisu vous-même? C'est encore plus délicieux que ceux que j'ai achetés à l'extérieur. Jessica se sentit un peu gênée par son compliment direct. Je suis contente que ça vous plaise. Si je fais des desserts à l'avenir, je vous en donnerai une part. Chaque fois que je fais des desserts, il y en a généralement pas mal. Je ne peux pas tout finir toute seule, et la plupart du temps, ils sont gaspillés. Les coins de la bouche de Denny se retroussèrent, montrant un sourire innocent qui ne correspondait pas à son apparence, vraiment. Si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, n'hésitez pas à venir me voir, dit gentiment Denny. Après avoir fait connaissance avec Denny, Jessica comprit enfin pourquoi elle ne l'avait jamais rencontré auparavant. Il était illustrateur. Il se reposait pendant la journée et se dépêchait de finir ses ébauches la nuit. Le jour où Jessica l'avait rencontré la dernière fois, il se trouvait qu'il sortait chercher l'inspiration. Il était déjà à un moment critique de manque d'inspiration, et voir ensuite un salaud le rendit encore plus irritable. Pas étonnant que Jessica ait senti que quelque chose n'allait pas quand elle l'avait rencontré. Plus tard, il s'avéra qu'il avait été d'humeur maussade cette nuit-là pour une raison quelconque. Puis, pour une raison quelconque, Janet ajouta soudainement Jessica sur WhatsApp. Martin même. La note sur la demande d'amis disait, dès que Jessica la vit, elle sut de qui il s'agissait.
Les mots de Janet étaient pleins d'un sentiment de frime. Jessica choisit directement de la supprimer, mais Janet continua d'envoyer des demandes d'amis en continu. Abandonne, Martin ne t'aime pas du tout. Martin est à moi. Sais-tu ce que Martin faisait quand vous parliez de vous marier? Il était couché à côté de moi. Jessica marqua une pause un instant et ne put s'empêcher de cliquer pour accepter. Dès que la demande d'amis fut approuvée, Janet envoya immédiatement un message avec suffisance. Je savais que tu t'en souciais encore. Jessica tapa rapidement. Crois-le ou non, la personne que Martin aime, c'est moi. Et sur ce, elle lui envoya l'enregistrement de Martin la suppliant pitoyablement à sa porte la dernière fois. Une minute plus tard, Janet envoya un message vocal furieusement. C'était juste lui qui me mentait. La personne que Martin aime, c'est moi. C'est moi. Ce qui a été dit dans ces enregistrements est tout faux. En écoutant la voix quelque peu folle de Janet, Jessica afficha un léger sourire. As-tu des preuves? Les paroles en l'air ne comptent pas, bien sûr que j'en ai, répondit Janet. Voici Martin qui dit qu'il m'aime en personne, et il y a aussi des photos. Tu me crois maintenant? Abandonne. Jessica cliqua sur l'enregistrement. C'était une conversation entre Martin et Janet. Est-ce que tu m'aimes toujours? Demanda Janet. Oui, répondit Martin. Et Jessica? Vous allez vous marier maintenant. Que dois-je faire? Je n'ai aucun sentiment pour elle, mais elle est avec moi depuis 5 ans, et je ne veux pas lui être redevable. Dans quelques mois, je divorcerai d'elle. En même temps, plusieurs photos intimes furent également envoyées. Ils étaient tous les deux allongés sur le lit ensemble, et l'on pouvait vaguement voir des suçons sur leur corps. Jessica enregistra l'enregistrement et les photos un par un, puis ne prit plus la peine de prêter attention à Janet. Cependant, plus elle l'ignorait, plus Janet devenait énergique. Janet envoya directement à Jessica un lien vers ses moments WhatsApp. Dedans, Janet et la mère de Martin se tenaient la main, ressemblant à une mère et sa fille. La légende disait « Je voulais reconnaître Tati comme ma mère, mais Tati a refusé, disant que si elle reconnaissait une fille, elle n'aurait pas de belle-fille. » La mère de Martin n'aimait pas beaucoup Jessica au départ. Elle préférait Janet parce que Janet avait la langue bien pendue et était douée pour plaire aux gens. La meilleure amie de Jessica ne put le supporter et publia directement 3 commentaires dans la section des commentaires de Janet. Ah, félicitations à la maîtresse pour avoir obtenu ce qu'elle voulait. Une paire de salauds, un couple parfait. Jessica ne fit pas grand-chose. Elle aima simplement tous les commentaires de sa meilleure amie, puis commenta. La blessure de tes poignets coupés a-t-elle guéri? Quelques minutes plus tard, Jessica reçut un emoji de sa meilleure amie riant aux éclats, ainsi qu'une demande d'amis de Martin. La note jointe disait « Tu savais clairement que Janet était blessée. Pourquoi as-tu délibérément remué le couteau dans la plaie? C'est vraiment trop. » Jessica fronça les sourcils, rafraîchissant une fois de plus sa perception de lui. Incroyable. Même si elle l'avait déjà supprimé de ses amis, il pouvait encore trouver un moyen de l'ennuyer. Elle ne savait pas s'il fallait dire qu'il était éhonté ou le louer pour son intelligence. Cependant, il ne pensait pas que c'était suffisant. Il amena Janet et vint retrouver Jessica à nouveau. « Jessica, tu aurais dû en avoir assez de faire des histoires ces jours-ci, n'est-ce pas ?» dit Martin, le ton plein d'impuissance. « C'est normal si tu perds ton sang-froid pendant quelques jours, mais il n'y a pas besoin d'en faire toute une histoire. Nous devons encore nous marier à l'avenir. » Jessica ne put s'empêcher de ricaner. « Je ne sais vraiment pas d'où tu tires le courage de dire ça. » Martin continua. « J'ai amené Janet ici. Je n'ai vraiment rien à voir avec elle. Si tu ne me crois pas, tu peux lui demander toi-même. » Janet dit doucement et faiblement, « Jessica, ne te méprends pas. Ce jour-là, c'est vraiment parce que j'étais malade que Martin t'a quitté pour s'occuper de moi. Je souffre de dépression. Je ne voulais pas faire ça ce jour-là non plus. Je n'avais vraiment pas l'intention de gâcher ton mariage. » Martin regarda Janet, les yeux pleins de chagrin pour elle. « Jessica, tu devrais me croire maintenant, n'est-ce pas? Janet souffre de dépression et est déjà si pitoyable. J'ai lu sur les symptômes de la dépression. Certaines personnes aiment simplement se faire du mal. » En les regardant se faire écho, Jessica trouva cela vraiment ridicule. Dépression? Quelle coïncidence.
Pourquoi cela arrive-t-il toujours à un moment critique à chaque fois? Elle dit sincèrement et avec considération, puisque l'état de Janet est si grave, il se trouve que vous pouvez vous marier. Je crois qu'après votre mariage, l'état de Janet s'améliorera certainement. Je vous adresse mes félicitations anticipées. Puissiez-vous avoir un mariage harmonieux et long. Une pointe de joie brilla dans les yeux de Janet, et elle regarda Martin avec espoir. Mais Martin fronça simplement les sourcils. Jessica, arrête de faire des histoires, dit Martin. Jessica ricana. Martin, penses-tu vraiment que les autres sont des imbéciles? Tu n'arrêtes pas de dire que tu n'aimes que moi. Mais tes actions sont complètement à l'opposé. Même lorsque tu t'excuses maintenant, tes paroles sont toujours pleines de protection et d'inquiétude pour Janet. Le visage de Jessica resta calme alors que Martin se tenait devant elle, furieux. « Pourquoi es-tu devenu comme ça ?» demanda-t-il. « N'as-tu pas dit avant que tu détestais utiliser des mots pour blesser les autres ?» Jessica marqua une pause, le regardant dans les yeux. « J'ai aussi dit que je détestais le plus les salauds. Pourquoi ne t'en es-tu pas souvenu ?» Avant que Martin ne puisse répondre, une voix moqueuse coupa l'attention. « Eh bien, n'est-ce pas la mauviette d'avant ?» Denny se tenait sur le côté, les lèvres retroussées en un sourire méprisant en regardant Martin. Martin se figea un instant avant que sa colère n'éclate. « C'est encore toi. » Denny leva le menton, son sourire disparaissant. « N'as-tu pas été assez humilié la dernière fois ?» demanda-t-il froidement. Le visage de Martin devint d'un rouge profond alors que les souvenirs de leur dernière rencontre lui revenaient en mémoire, et il se ratatina visiblement. Son attitude autrefois arrogante se flétrit comme si toute sa confiance s'était évaporée. Janet, qui se tenait tranquillement à côté de Martin, prit soudain la parole, sa voix douce et faible. « Martin, qui est cet homme? Est-ce le petit ami de Jessica ?» Elle a trouvé un nouveau petit ami si vite. Son ton était teinté de jalousie. « Se pourrait-il que vous ayez eu une relation avant ?» Réalisant le poids de ces mots, Janet se couvrit rapidement la bouche, les yeux écarquillés de panique. « Ai-je dit quelque chose que je n'aurais pas dû ?» Voyant cela, la colère de Martin éclata de nouveau. Il foudroya Janet du regard, puis Denny. Il était furieux, mais Denny ne sembla pas du tout décontenancé. Jessica cliqua sur son téléphone et fit apparaître l'enregistrement et les photos qu'elle avait sauvegardées. Les voix intimes de l'enregistrement emplirent l'air. « Tu m'aimes » entendions la voix de Martin, suivie d'un bref silence. Martin et Janet se turent immédiatement, leur visage pâlissant. Les yeux de Martin s'écarquillèrent de choc. « Quand as-tu enregistré ça? Qui t'a demandé de l'enregistrer ?» Sa voix était remplie de panique. Janet, terrifiée, recula d'un pas, la voix tremblante. « Je ne voulais pas. Je ne voulais pas que quiconque entende ça. » La voix froide de Jessica brisa le silence. « Vous avez eu le culot de dire ces choses, mais maintenant vous ne voulez pas que quiconque le sache ?» Elle ne montra aucune pitié en continuant. « Après que Martin soit venu me trouver la dernière fois, j'ai eu le sentiment qu'il reviendrait me harceler. Alors, quand Janet m'a ajouté sur WhatsApp, j'ai décidé de l'irriter et d'obtenir des preuves de leur intimité. » Martin se tourna vers Jessica, parlant d'une voix pleine de désespoir. « Jessica, écoute-moi. Ces enregistrements et ces photos ne sont pas ce que tu penses. J'étais ivre ce jour-là, je... » Avant que Martin ne puisse finir, Denny s'avança, sa voix profonde et pleine d'autorité. « Tu l'as bien mérité, » dit-il simplement, son calme contrastant avec l'agitation de Martin. Jessica ne put s'empêcher de sourire légèrement. « Bien joué. » Les yeux de Martin s'assombrirent, mais il ne discuta pas. Au lieu de cela, il se tourna et partit en trombe, frustré, ignorant Janet, toujours secouée, qui se tenait à côté de lui. Jessica regarda Janet avec sympathie. « Je te souhaite du bonheur » dit-elle avec un sourire tranquille. Le visage de Janet passa du vert au blanc, son sourire forcé. « Bien sûr que je serai heureuse » répondit-elle, la voix tendue de colère. Jessica hocha la tête, souriant toujours. « Tu as intérêt. Surveille mieux ton homme, et ne te montre plus devant moi. » Les dents de Janet se serrèrent alors qu'elle chuchotait entre ses dents serrées, « Ne t'inquiète pas, il ne te dérangera plus. » Jessica savait mieux que ça. Martin n'était pas du genre à laisser tomber facilement, et elle s'attendait à ce qu'il cause à nouveau des problèmes. Mais cette fois, elle décida d'agir de manière préventive.
Elle voulait aussi donner une explication pour son mariage, surtout après tout ce que Martin avait fait. Son mariage était devenu un sujet de commérage local, les gens parlant du scandale. Bien qu'elle fût la victime dans la situation, c'était toujours le sujet de conversation de la ville. Mais comme elle n'avait rien à se reprocher, Jessica prit le dessus moralement. Elle ouvrit son WhatsApp, publia une photo du marié quittant le mariage à mi-chemin, et ajouta la légende « Qu'est-ce que ça fait d'avoir un petit ami qui est comme un Bouddha vivant ?» Mon petit ami était occupé à s'occuper de son ex-petit ami pendant notre mariage. Le message de Jessica mit encore plus le feu aux poudres. Quelle méprisable cette ex-petite amie. En tant qu'ex, elle a surgi de nulle part alors que d'autres se mariaient? Vous êtes trop naïf. Elle a dû faire ce genre de choses souvent. Il ne fallut pas longtemps pour que les personnes ayant assisté à son mariage commentent le message, partageant ce dont elles avaient été témoins. Certains ont même téléchargé des vidéos de l'événement. J'étais sur les lieux et j'ai été complètement choqué. Je suis dégoûté, écrivit un commentateur. Un autre ajouta, cet homme est tellement dégoûtant. Tous les membres de la famille de son ex-petite amie sont-ils morts? Devait-il aller s'occuper d'elle? Bientôt, la vidéo et les messages commencèrent à circuler sur Internet, attirant encore plus l'attention sur le scandale. Jessica savait qu'en publiant cela, elle avait préparé le terrain pour une situation virale. Les ragots autour de son mariage se répandirent rapidement. Les gens dans la vie de Martin furent bientôt au courant du drame aussi. Jessica entendit que son patron lui avait même parlé, lui conseillant de prendre quelques jours de congé. Quand Jessica revit Martin, il était hagard et épuisé. « Jessica, comment as-tu pu parler de cette affaire sur ton WhatsApp? Sais-tu ce que mes collègues et amis pensent de moi? Ma vie a été complètement ruinée à cause de toi. » Jessica feignit l'innocence. « Je ne m'attendais pas à ce que les choses tournent comme ça. J'ai juste posté une légende sur mon WhatsApp. » Le visage de Martin se figea un instant alors qu'il réalisait qu'on ne pouvait vraiment pas en vouloir à Jessica. Il dit alors va sur ton WhatsApp. Non, va directement sur Internet et aide-moi à clarifier les choses. Jessica eut un sourire taquin et répondit légèrement, tu rêves. C'était exactement l'effet qu'elle voulait. Il n'était pas question qu'elle aille en ligne pour expliquer quoi que ce soit. Martin fut stupéfait un instant. Il la regarda avec colère, son ton plein d'accusations et d'insatisfaction. « Jessica, pourquoi es-tu devenue si cruelle? J'ai enfin vu clairement ton vrai visage. Tu me déçois vraiment. Heureusement, je ne t'ai pas épousée. Quel homme voudrait épouser une femme aussi méchante que toi? » Regardant Martin, qui se parlait à lui-même, Jessica se sentit vraiment ridicule à l'intérieur. Elle leva la main comme pour le gifler, mais après une brève pause, elle prit un livre à côté d'elle et l'agita contre son visage. Le gifler lui ferait mal à la main, mais utiliser un livre était juste ce qu'il fallait. Le son de la claque fut très net. L'expression de Martin fut hébétée un instant avant qu'il ne la foudroie du regard, les yeux grands ouverts, le visage plein d'un ressentiment sombre. « Tu vas voir, dit-il avant de partir en trombe. Jessica ne put s'empêcher de marmonner, psychopathe. J'étais vraiment aveugle avant. Il avait l'air respectable, mais s'est avéré être un tel salaud. Parfois, elle devait l'admirer. Il était vraiment doué pour faire semblant. Heureusement, certaines personnes ne voient le vrai visage de leur partenaire qu'après s'être mariés. Au moins, elle l'avait vu avant leur mariage. C'était le bon côté de ce malheur. 2 jours plus tard, Jessica comprit enfin ce que Martin voulait dire par « tu vas voir ». Il y avait des remarques inexplicables sur Internet, certaines même sur le ton de dénonciateur. Ne vous laissez pas tromper par cette femme. La vérité n'est pas ce que vous voyez. Je connais cette femme. En fait, elle a déjà eu une relation ambiguë avec un autre homme. Cet homme vit même à côté d'elle. Je ne crois pas qu'il n'y ait rien entre eux. C'est juste un cas d'aveuglement face à ce qui est proche. Il est normal que le marié s'enfuit à mi-chemin du mariage. De façon inattendue, il y a un rebondissement. Je pensais à l'origine que le marié était un salaud, mais il s'avère que c'est la mariée qui a triché. Si j'étais dans cette situation, je m'enfuirais aussi du mariage à mi-chemin et me vengerais de cette femme. En même temps, certains soi-disant amis de Janet se présentèrent pour témoigner, disant qu'elle était le premier amour de Martin et qu'ils formaient un couple modèle à l'école. Ils continuèrent en disant à quel point Martin l'avait aimée en premier.
Ils salirent Jessica puis prônèrent la théorie du véritable amour. Jessica sourit. Elle ne s'attendait pas à ce que Martin soit si impatient. Elle devina que le grand nombre de messages abusifs et harcelants qu'elle recevait ces derniers jours avaient beaucoup à voir avec Martin et Janet. Elle enregistra rapidement les remarques des colporteurs de rumeurs et contacta un avocat pour publier une lettre officielle en ligne. Alors qu'elle s'apprêtait à se rendre au poste de police avec la liste des colporteurs de rumeurs, elle rencontra par hasard Denny, qui s'apprêtait à sortir. Elle le salua. « Vous sortez ?» Denny répondit par un grognement, disant d'un ton froid, « Je vais au poste de police. Je suis aussi une victime. Ne vous inquiétez pas. » Aucun de ces colporteurs de R. Accent aigu. Après de nombreuses chutes et larmes, elle était finalement retournée en titubant à son village. De loin, elle pouvait voir sa maison. Ses parents et ses sœurs mangeaient, chacun installé autour de la table, heureux et content, comme si elle n'existait pas. Elle avait l'impression qu'une erreur cosmique l'avait placée dans la mauvaise famille, mais la vie s'était corrigée en la plaçant sous la garde de son oncle. Pour son oncle, sa tante et ses frères, Isabella était déterminée à bien réussir ses examens. Pendant ces jours d'examen, elle se sentait comme une flaque d'eau en train de se vider. Lorsque la dernière des 4 épreuves fut terminée, elle se sentit vide, comme si son âme flottait hors de son corps. Elle sortit de la salle d'examen dans un état second. Isabella, entendit-elle une voix familière l'appeler. Elle leva les yeux et vit sa tante parmi les centaines de parents qui attendaient à l'extérieur. Le soleil se couchait, projetant une lueur chaude sur les cheveux gris de sa tante. La sueur couvrait son front, mais elle souriait et saluait de la main. À cet instant, l'esprit errant d'Isabella sembla trouver son ancre. Même s'ils étaient à des mondes de distance, sa tante se soucierait toujours d'elle. Sur le trajet en moto pour retourner au village, sa tante parla sans arrêt. « Ton oncle et moi avons traversé tant de commérages et d'épreuves pour financer tes études. Si tu ne nous montres pas de gratitude à l'avenir, la foudre te frappera, compris ?» « Je sais », murmura Isabella, enlaçant la taille de sa tante et pressant doucement son visage contre son dos. Sa tante se tut, et elles continuèrent leur route, l'odeur de lessive des vêtements de sa tante se mêlant à l'air chaud de l'été. Quand le jour des résultats arriva enfin, son oncle prit un jour de congé pour revenir au village. Sa tante était debout depuis 5 heures du matin, ne s'arrêtant pas une seule fois jusqu'à midi, répétant constamment les mêmes mots pleins d'espoir encore et encore, « Homer ». Finalement, l'heure était venue. Le frère aîné d'Isabella, Andrew, ouvrit le site web pour vérifier ses notes d'examen. Après avoir entré ces informations, la pièce devint silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. Pendant ces 10 secondes tendues, l'écran se chargea enfin. Anglais, 125. Mathématiques, 123. Anglais, 139. Sciences, 251. Andrew lut à voix haute. Score total, 638. Cette année-là, le seuil pour les meilleures universités était de 567, donc le score d'Isabella était excellent. C'était proche de sa performance habituelle, un résultat stable. Les yeux de sa tante se remplirent de larmes. Elle sourit fièrement, disant, « Il y en a tellement qui nous ont sous-estimés. J'aimerais bien voir quelle fille peut être aussi prometteuse que ma nièce. » Cet après-midi-là, sa tante fit le tour du village coiffée d'un chapeau de paille, racontant à tous ceux qu'elle rencontrait, Isabella a obtenu 638 points. Je dois la soutenir pour qu'elle aille à l'université, même si cela m'épuise. Avec les conseils de son professeur principal et de son frère Alex, Isabella choisit de postuler dans une université de premier plan près de chez Alex. Sa tante insista pour organiser un banquet de remise des diplômes, disant, « Les gens organisent des fêtes pour des petites choses, alors pourquoi ne devrions-nous pas organiser une aussi grande célébration ? Le moment venu, dis à tout le monde que tu seras filial envers moi et ton oncle, juste pour rendre jaloux tous ces commères. » Le banquet fut animé, avec 12 tables remplies de nourriture et de voisins. Les tantes et oncles du village ne pouvaient cacher leur admiration. Vous avez fait le bon choix en élevant Isabella. Maintenant, vous avez 2 étudiants. Elle est intelligente, comme je l'avais dit. Bientôt, vos vies seront encore meilleures, Loeril. Tout au long de la soirée, la mère biologique d'Isabella, qui avait bu quelques verres, tenait la main d'Isabella, les yeux rougis par l'émotion. Troisième sœur, je suis si heureuse que tu aies réussi l'examen d'entrée à l'université. Tu es aussi intelligente que moi. J'ai toujours su que tu pouvais le faire.
Elle caressa doucement la main d'Isabella. Quand j'ai dû avoir un fils, j'ai dû t'envoyer chez ton oncle, mais tu m'as manqué. J'ai voulu te ramener à la maison tant de fois, mais j'avais peur que cela perturbe tes études. Tu es mon enfant, et notre famille devrait être ensemble. Aujourd'hui, remercie ton oncle et ta tante de t'avoir si bien élevé et rentre à la maison avec nous. Nous ne devrions plus les déranger. Tirant sa cousine Lila, sa mère dit, « Lila, dis à ta sœur de rentrer à la maison. » Le cousin d'Isabella, Prince, lui lança un regard dédaigneux. Ce n'est pas comme si elle était entrée à Harvard ou quoi que ce soit, ricana Théil. Puis, sa sœur aînée, enceinte et accompagnée de ses 2 filles, les rejoignit. Troisième sœur, ce sont tes parents biologiques. Enfant, on ne peut pas garder rancune. Nous serons ensemble comme une famille à partir de maintenant. La tête d'Isabella palpitait de frustration. Elle savait qu'ils avaient des exigences modestes, mais elle n'avait pas réalisé qu'ils seraient aussi effrontés. Pour couronner le tout, quelqu'un intervint, élever un enfant est une bonté, mais donner naissance aussi. Tu es une étudiante avec un brillant avenir. Tu devrais respecter les 2 familles. Sa mère biologique força un sourire. Oui, tu devrais être reconnaissante envers ton oncle et ta tante, mais si je ne t'avais pas mise au monde, tu ne serais pas là. Tu nous dois à tous les 2, et surtout, tu nous dois à moi et à ton père. Elle tendit la main, essayant de prendre celle d'Isabella. Nous sommes ta vraie famille. Isabella retira sa main. Tante, oncle, commença-t-elle, la voix tremblante. Quand vous m'avez renvoyé, vous avez dit que vous ne seriez plus mes parents. Pendant toutes ces années, vous n'avez jamais posé de questions sur mes études, jamais payé un seul dollar pour mes frais de scolarité, et ne m'avez même jamais acheté de chaussettes ou de vêtements. Quand j'ai terminé le collège, vous vouliez me marier pour un prix de la fiancée. Pendant plus de 10 ans, ce sont mon oncle et ma tante qui m'ont élevé et éduqué. Sa voix s'étrangla d'émotion. J'ai passé 3 ans au lycée, et ma tante ne s'est jamais rien acheté de neuf, se concentrant uniquement sur moi. Maintenant que je vais à l'université, vous voulez soudainement que je revienne? Pensez-vous que je ne sais pas ce que vous préparez? Elle éleva la voix. Vous n'êtes gentil avec moi maintenant que pour que, lorsque j'aurai mon diplôme et que je commencerai à gagner de l'argent, je soutienne votre famille. Vous voulez que j'aide votre fils, n'est-ce pas? Eh bien, vous rêvez. Je ne vous donnerai pas un centime. Le visage de son père biologique devint rouge de colère, et il leva la main pour la frapper. Enfant ingrate. C'est ton père qui t'a appris à me parler ainsi? L'oncle, la tante et le 2e frère d'Isabella, Alex, intervinrent, la protégeant. Andrew la tira protecteur derrière lui. Sa mère biologique, la voix plus calme mais non moins insistante, dit, « Sean est ton frère biologique, et tu devrais l'aider. » Je n'avais pas le choix à l'époque, et maintenant je suis là, à te présenter mes excuses, d'accord? Alors que la mère biologique d'Isabella s'agenouillait, Isabella sentit une vague de colère. Elle pensa, si elle s'agenouille ici aujourd'hui, ma réputation sera détruite, les villageois me feront un chantage moral pour que je la reconnaisse comme ma mère, et je serai coincée avec cette famille pour toujours. Ses yeux brûlaient de frustration. Elle ne désirait rien de plus que de chasser cette femme de sa vie. Juste à ce moment-là, la tante d'Isabella se précipita et attrapa sa mère biologique par les cheveux. Les 2 femmes tombèrent à terre, roulant et criant. « Ne me la fais pas à moi, Grace !» hurla sa tante. « Je me suis retenu tout ce temps pour le bien d'Isabella, mais tu es tellement effrontée. Tu crois qu'on est des imbéciles, à élever ta fille toutes ces années juste pour que tu la reprennes maintenant qu'elle va à l'université. Rêve toujours, tout l'argent qu'elle gagnera m'appartient, et j'ai mérité ce droit. Si tu la veux, alors paie-moi 100 000 $ d'avance, et je te la donnerai. » Les badauds finirent par intervenir pour séparer les 2 femmes. La tante d'Isabella s'assit par terre, gémissant bruyamment. « Pourquoi ma vie est-elle si dure? J'ai travaillé si dur pour me marier dans la famille Hall, seulement pour être intimidé par sa mère par le passé et trahi par ma propre belle-sœur maintenant. J'ai tout sacrifié pour Isabella. » Elle continua de sangloter, partageant des souvenirs au fil des ans. Quand Isabella avait 7 ans, elle a eu une terrible fièvre. Au milieu de l'hiver, j'ai couru pieds nus sur 8 kilomètres pour trouver le médecin du village. Quand elle avait 10 ans, il a plu abondamment, et je suis allé la chercher à l'école. J'ai failli me noyer dans l'inondation en essayant de la porter pour traverser. J'ai encore une cicatrice sur la jambe là où une branche m'a égratigné.
Et pendant le collège, j'ai travaillé seul sur 12 acres pour aider à payer ses frais de scolarité. Au lycée, je ramassais des clous sur les chantiers de construction sous une chaleur accablante, ne portant qu'un chapeau de paille pour me protéger du soleil. Les villageois étaient stupéfaits, murmurant entre eux, « Vous avez élevé Isabella avec tant de soin et d'amour, et maintenant elle veut juste l'emmener ?» La foule commença à critiquer la mère biologique d'Isabella. « Comment pouvez-vous être si cruel? Vous ne vous êtes pas occupé d'Isabella pendant plus de 10 ans, et maintenant vous la voulez de retour ?» Toujours pas disposée à abandonner, la mère biologique d'Isabella insista, « C'est ma fille. Je ne peux pas la laisser partir comme ça. » L'oncle d'Isabella, le visage rouge de colère, prit enfin la parole. « Es-tu ici pour Isabella, ou pour l'argent que tu penses qu'elle va gagner? Tu connais la vérité. » La mère biologique d'Isabella regarda son oncle avec incrédulité. Elle l'avait toujours considéré comme patient et compréhensif. Pourtant, le voilà, se dressant fermement contre elle. Plaçant son dernier espoir en Isabella, elle dit « Troisième sœur, je sais que j'ai eu tort par le passé. J'essaie juste de réduire le fardeau de ton oncle et de ta tante. Je paierai tes frais de subsistance à l'université. » Isabella lui lança un regard froid. « Et les frais de scolarité ?» Sa mère balbutia. « Toi, tu pourrais obtenir un prêt pour les frais de scolarité, n'est-ce pas? » Isabella eut un sourire narquois. Elle a vraiment bien réfléchi à tout ça, pensa-t-elle amèrement. Quelques centaines de dollars de frais de subsistance en échange d'une fille qui travaillera pour sa famille pour le reste de sa vie. Comme c'est pratique. Andrew, son frère aîné, qui était resté silencieux, prit soudain la parole. « Qui a dit que je ne gagnais pas d'argent ?» dit-il. Cherchant dans son sac, il en sortit des billets de 500 dollars et les posa sur la table. « Tu n'as pas à t'inquiéter des frais de scolarité ou de subsistance. Je m'occuperai des dépenses universitaires d'Isabella. » La pièce devint silencieuse alors que tout le monde regardait les billets neufs. La mère biologique d'Isabella fixa l'argent, les yeux écarquillés. Sa tante ramassa les billets, vérifiant s'ils étaient vrais. Dans un état second, elle demanda « Où as-tu trouvé cet argent ?» Andrew haussa les épaules nonchalamment. « Je te l'ai dit, je gagne de l'argent en écrivant. J'ai payé tante pour mes frais de subsistance, mais vous pensiez tous que je faisais semblant. » Une tante d'Isabella, en larmes, le regarda. « D'accord, dit-elle, la voix étranglée. L'éducation de ton frère et de ta sœur ne te regarde pas. Je vais économiser cet argent pour que tu puisses acheter une maison et trouver une femme un jour. » Sa tante rangea tout l'argent, et les yeux de sa mère biologique le suivirent. La tante d'Isabella entra dans la pièce intérieure, et sa mère la suivit en souriant. « Belle-sœur, je vais construire une maison pour Lila, » dit sa mère. La tante d'Isabella s'arrêta et la regarda froidement. « Qui est ta belle-sœur ? Je n'ai pas de sœur effrontée comme toi. Cet argent est pour les affaires de la femme de Harry, et personne ne peut me prendre un sou. » Isabella devina que sa tante avait mis l'argent sous clé, alors elle poussa la porte. Sa tante se peignait les cheveux et essuyait ses larmes. Isabella se tenait à la porte, se tordant les mains. « Je suis désolée, tante, dit-elle doucement. » Bien que sa tante eût habituellement une voix forte et un mauvais caractère, elle était en réalité une personne qui se souciait du respect et ne se plaignait jamais aux autres ni ne perdait son sang-froid. Ce qui venait de se passer avait atteint sa dignité. Sa tante lui tourna le dos, attachant ses cheveux avec un élastique, et quand elle se retourna, il n'y avait aucune trace de larmes sur son visage. Elle gronda férocement Isabella. « Pour traiter avec des gens comme ta mère, il faut combattre le feu par le feu. Il est inutile de raisonner avec elle. Je t'ai élevé pendant tant d'années. Si tu deviens tendre et que tu l'aides à élever son fils, je te giflerai, compris ?» Isabella ne pouvait s'arrêter de pleurer. « Je comprends. » répondit-elle. « Alors pourquoi pleures-tu ? » C'est un jour heureux, dit sa tante en essuyant les larmes d'Isabella avec sa manche. Ses propres yeux devinrent rouges alors qu'elle les essuyait. « Ne pleure pas. Notre famille aura une belle vie à l'avenir. Ils seront tous envieux. » Elle toucha les cheveux d'Isabella. « L'examen d'entrée à l'université est terminé, alors tu peux laisser pousser tes cheveux longs. Les petites filles sont plus jolies avec les cheveux longs. » Sa tante ferma la porte à double tour et la ramena à table. Le frère aîné d'Isabella, Denny, était entouré de femmes. « Comment gagnez-vous de l'argent en jouant à des jeux vidéo ?
Combien pouvez-vous gagner par mois? Mon fils vient de terminer ses études secondaires, peut-il gagner autant? Demanda une femme. Une autre dit, j'ai une nièce du côté de ma mère, elle a 22 ans, diplômée d'un collège communautaire, très belle, je pourrais vous la présenter. J'ai aussi une nièce de 20 ans, institutrice de maternelle, très bien, ajouta une autre. Denny, qui mesurait 1,75 m et était un peu réservé, semblait mal à l'aise au milieu de la foule de femmes qui se bousculaient encore pour promouvoir leur fille. Puis il remonta ses lunettes et dit doucement, « En fait, j'ai déjà une petite amie. » « Quoi » cria tante, surprise. Denny expliqua. « Je l'ai rencontrée dans un groupe d'auteurs, c'est une écrivaine amateur et une étudiante en dernière année d'université. » Méfiante, tante demanda, « Es-tu sûre qu'elle ne t'arnaque pas? T'a-t-elle demandé d'acheter du thé ou quelque chose comme ça? Il y a un garçon dans notre village qui s'est fait avoir en achetant plus de 100 kilos de thé à une amoureuse en ligne. Il a dépensé 50 000 $ et ils ont rompu. Non, nous nous sommes rencontrés en visio, et j'ai même sa photo. » Denny sortit une photo de son portefeuille. La fille avait un sourire doux avec des fossettes et des yeux brillants. Les femmes étaient pleines de regrets, comme si elles avaient manqué un jackpot. Il n'y a pas si longtemps, elles méprisaient Denny, pensant qu'il ne faisait que perdre son temps à la maison. Plus tard, Isabella réalisa que son frère était ce que les gens appelaient socialement anxieux. Il semblait froid et silencieux, mais c'était parce qu'il n'était pas doué pour, ou intéressé par, la socialisation. Il préférait rester dans son propre monde. À l'université, Isabella découvrit la facette cachée de son frère. Il était un écrivain avec une base de fans respectable, et il écrivait des histoires sur la vie rurale, les médecins miracles, les 10 heures de bonne aventure, et autres. Pas étonnant qu'il gagnât bien sa vie. Après le banquet, la mère biologique d'Isabella tenta de se montrer attentionnée. « Troisième sœur, ne te méprends pas, je me soucie toujours de toi. » Son père serra les dents, « Tu es si cruel, j'aurais dû te noyer dans la fosse à purin. » Isabella sourit légèrement, « Dommage que j'ai survécu, et je continuerai à aller de mieux en mieux, mais rien de tout cela n'aura à voir avec toi. » Son père faillit exploser de colère. Sa sœur aînée, cependant, tenta de les défendre. « Maman et papa ont leurs propres problèmes, tu devrais comprendre. » Isabella demanda, « Avez-vous même le droit d'avoir 3 enfants maintenant? » Sa sœur soupira, « Je dois donner naissance à un fils, sinon, je ne peux pas l'expliquer à mon mari et à ses parents. » Isabella baissa les yeux sur ses 2 jeunes nièces aux vêtements en lambeaux. La fille aînée avait à peu près le même âge qu'Isabella lorsque sa vie avait commencé à changer. Quand Isabella était jeune, elle se souvenait avoir demandé à sa sœur aînée, « Quand j'avais 4 ans, tu m'as emmené dans les montagnes pour cueillir des exuvies de cigales. Plus tard, nous nous sommes séparés, et je ne suis pas revenu, pourquoi n'es-tu pas venu me chercher ?» Sa sœur parut perplexe, ouvrant légèrement la bouche, « Est-ce que c'est arrivé? » Je ne me souviens pas, pour Isabella, cependant, c'était une douleur et une peur inoubliables. La réponse désinvolte de sa sœur, « Je ne me souviens pas », lui parut comme un coup dur, « Mais je me souviens, » dit doucement Isabella, « si j'étais restée dans la famille, j'aurais pu mourir dans ces montagnes à 4 ans, ou d'une fièvre à 7 ans, ou dans une tempête à 10 ans. Mais maintenant, je suis là, étudiante. » Elle regarda attentivement sa sœur, « Ne te trompe pas, sœur, penses-tu vraiment qu'ils se souciaient de nous? Leur fille, peut-être que tu t'es sentie aimée en tant qu'aînée, mais en tant que 3e fille, je ne me suis vraiment pas sentie aimée. » Sa sœur partit avec une expression troublée. Même si son frère aîné Denny proposa de l'aider avec les frais de scolarité, Isabella décida de contracter un prêt. Denny lui acheta alors un smartphone en guise de récompense. Son école était en ville, à seulement 2 heures de bus, mais sa tante et son oncle insistèrent pour l'emmener. Son 2e frère, Andrew, ne put s'empêcher de lever les yeux au ciel, « Quand je suis allé m'inscrire, personne n'est venu avec moi, j'y suis allé seul. » Son oncle lui donna une tape amicale dans le dos, « Tu es un garçon, pourquoi aurais-tu besoin d'aide? Ta sœur est une fille, c'est différent. » Son oncle, souvent appelé « l'homme à sa fille », était connu pour être strict avec ses fils, mais toujours gentil avec Isabella. 2 jours avant son départ pour l'université, sa tante acheta de la teinture pour cheveux. « Isabella, aide-moi à teindre mes cheveux, regarde, j'ai plus de gris que de noir. » La pâte avait une forte odeur pendant qu'Isabella la mélangeait. « Il n'est pas nécessaire de les teindre, tante, tu es très bien comme ça. » Sa tante se regarda dans le miroir, disant doucement. « C'est vrai,
J'étais la plus jolie du coin avant, mais je t'envoie bientôt à l'école, et je ne veux pas que les gens pensent que je suis une vieille dame aux cheveux gris. Isabella sourit et dit, « Tante, tu es la meilleure parente du monde. » Quand il resta de la teinture, son oncle rentra à la maison, se toucha la tête et dit, « Ne gaspille pas, utilisant un peu sur moi aussi. » Andrew s'appuya contre la porte, levant les yeux au ciel.